Depuis sa médiatisation, on la surnomme la perle noire du caviar ou encore la princesse Pearl aux allures de gazelle. On parle d'elle comme un exemple d'intégration réussie. Elle est l'une des rares chefs cuisiniers en France et elle tient à haut niveau la réputation de la maison Pétrosian. Je vous présente Rougui Dia. Bonjour. Bonjour. J'ai dit une des rares chefs cuisiniers en France et puis la seule noire, je pense. Une des seules noires. Il y a Ouais. Babette aussi. Alors, ah oui, bien Bah sûr, oui. Babette, qu'on voit à la télé. Oui, oui, Exactement. tout à fait. Et qu'on salue au passage. On imagine ce que ça a dû être chez Pétrosian. Le jour, on l'imagine, et puis on le lit dans votre livre d'ailleurs, Le chef est une femme, chez Jean-Claude Gazvitch, c'est pratique ça, éditeur, livre qu'on pourra remontrer. On imagine ce que ça a dû être quand on a annoncé à la brigade, c'est comme ça qu'on dit, Voilà. Ouais. que non seulement c'était une femme qu'elle allait diriger dans un milieu hyper macho, Mhm. et qu'en plus, elle est black. Comment vous l'avez vécu et comment eux l'ont vécu? Alors, pour ma part, moi, j'ai profité du fait que l'ancien chef, en fait, dise qu'il allait partir pour prendre la parole et dire, bon, ben voilà, vous savez comment je réagis, vous savez comment je suis, le caractère. Et vous connaissez déjà d'avance Et que vous étiez quoi, second? j'étais second à ce Voilà. moment-là, ouais. Second, on dit second quand même pour une fille, on ne dit Second. pas seconde. Non, non, Second. moi, j'ai gardé second. D'accord. Et donc, j'ai dit à certains, parce que je me suis dit, bon, certains vont peut-être mal le prendre, je ne sais pas. J'ai dit, vous savez, ceux qui veulent bien être dirigés et qui veulent avancer avec moi, il n'y a pas de souci. Et pour les autres, il vaut mieux partir et puis trouver quelque chose et on se sépare, mais gentiment. Il y en a 2 qui sont partis. Voilà. Voilà. Il y en a un peu plus tard, donc ils sont partis à la même période. Ça a été... c'était le premier challenge, c'est dire il faut remettre vraiment les pieds à l'étrier, refaire de la pâtisserie. J'avais fait les bases, mais il y avait certaines encore lacunes, donc il fallait retravailler dessus très très vite. Et surtout, j'avais vraiment envie de dire écoutez, vous n'allez pas me casser les pieds maintenant parce que je rentre vraiment dans ce milieu-là. Et avant ça, bien sûr, j'avais eu déjà des coups qui m'avaient montré, qui m'avaient en tout cas testé. Alors évidemment, il y a tout un parcours avant d'arriver au poste où vous êtes aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ce parcours. Mais avant d'y revenir, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc Pétrosian, c'est un restaurant qu'on connaît surtout, c'est un nom qu'on connaît surtout pour le caviar. C'est pour ça qu'on vous appelle la perle noire du caviar. Ça, c'est un truc de journaliste. C'est avant tout connu pour le caviar. Donc vous, on vous dit maintenant, c'est toi le chef. Sauf que, ou j'imagine que peut-être ça avait commencé avant, quand vous étiez arrivé chez Pétrosian, je ne sais pas, mais il a fallu s'habituer à cet élément gastronomique qu'est les caviars. Je crois qu'il y a quand même plusieurs. Exactement. Comment ça s'est passé votre formation? Parce que c'est une carte un peu spéciale chez Pétrosian. Donc, comment ça s'est passé cette formation caviar? Alors la formation caviar, moi, dès que je suis arrivée en 2001 dans la maison, j'ai le second qui m'a fait goûter du caviar un soir. Et c'était la 3e fois quand même que je le goûtais. Et puis il avait pris une cuillère, je ne sais plus si c'était en inox ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, c'est vraiment dégueulasse. Déjà. Non mais c'est vrai que moi le caviar, honnêtement, j'ai goûté une fois, ça ne m'a pas paru... Alors je me suis dit, moi c'est vraiment ce que je me suis dit. Et je me suis dit, punaise, le prix est assez élevé par rapport à ça. Et il reprend une 2e cuillère, il reprend un autre caviar et il me le fait goûter. Et là je reste bouche bée, je me suis dit, tiens, je viens de goûter quelque chose qui pour moi me semblait vraiment banal, voire je serais même allée manger dans un petit restaurant comme ça et me faire vraiment plaisir plutôt que de manger les œufs des surgeons. Et finalement, avec le 2e, je me suis dit, il y a un côté iodé qui m'intéressait, il y avait vraiment... il y a une saveur qui se révélait, d'un seul coup, c'était différent. Ouais. Alors, on me parlait de côté noisette, j'essayais de chercher tout ça. Du caviar à la noisette. Le goût de noisette, en fait, c'est tout simplement les goûts qu'on a en fait en enfance, comme de toute façon comme tous les produits. C'est ce qu'on a en fait dans l'enfance au niveau palais gustatif, qui fait que ça va nous rester. Puis là, on va avoir ces petits côtés de iodé, de noisette. Il m'est arrivé moi-même de les retrouver. D'accord. Mais en fait, j'avais vraiment un petit feeling sur l'Ocetra qui me paraissait plus féminin, bizarrement. Alors que le beluga lui ressemble beaucoup, mais je le trouvais beaucoup plus gras. Donc à la fois écœurant au bout d'un moment. Donc là, je commençais vraiment à découvrir et à mettre vraiment des mots sur ce produit-là. Voilà. Et puis ce qui change tout quand on goûte du caviar aussi, c'est dans quoi on le met. Parce que finalement, vous parlez d'une cuillère en inox, si on le met dans une cuillère en nacre, je crois,
le goût ressort de manière totalement. Alors on a tous des cuillères en nacre à la maison, évidemment. Mais vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous n'avez pas de caviar non plus, donc c'est pas grave. À la rigueur, essayez avec une petite pelle en bois, comme ça que ce soit vraiment neutre. Ah oui, une pelle en bois. Voilà. D'accord. Et donc vous avez dû intégrer le caviar, qui n'est pas un élément qu'on apprend à cuisiner, j'imagine, quand on fait un CAP ou des cours. Vous avez dû apprendre à intégrer le caviar dans les plats, finalement. Exactement. Heureusement que je suis arrivée en 2001. Donc à ce moment-là, en fait, on regardait donc, les chefs qui avaient avant donc d'intégrer très très bien. Donc j'avais eu l'occasion de goûter plusieurs fois. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant. Donc au fur et à mesure, on apprend nous aussi à créer des plats avec l'assemblage du caviar et en fonction de nos goûts aussi. Vous êtes d'origine sénégalaise. Oui. Alors est-ce que le caviar, ça se marie bien avec les plats typiques du Sénégal, avec les poissons, le riz, enfin tous ces plats Alors avec le poisson, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup en même temps les poches d'œufs. Moi, il m'est arrivé de voir des poches d'œufs frits et coupés, donc il y a vraiment le côté croustillant tout autour et puis vraiment le côté tendre à l'intérieur, mais ça reste quand même relativement doux. Le caviar, il y a vraiment le côté plus salé, plus iodé, plus gras, donc il se mariera avec des poissons. Je n'irai pas jusqu'à le mettre avec un riz au poisson, qui est déjà quelque chose qui est de très fort, avec beaucoup d'épices et beaucoup de légumes. Voilà, ça c'était nos quelques minutes culinaires. Alors maintenant, on va parler de vous, mais c'est intéressant de vous entendre parler de ça. Mais il y a quelque chose qui me fascine toujours dans ce genre de métier que vous faites, c'est les métiers où il faut rentrer dans un uniforme ou dans un habit. Les pompiers, les militaires, et vous donc en tant que chef cuisinier. Et dans votre livre, vous le racontez très bien, le matin quand vous arrivez, la première chose que vous faites, c'est de mettre... Comment vous dites votre habit, vous dites quoi ? La tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, la tenue, voilà. Voilà, il y a ça. Puis bon, évidemment, il y a la toque du chef. Pour vous, ça fait quoi quand vous revêtez cet habit ? Enfin, vous investissez vraiment le rôle de la grande cheftaine qui va devoir organiser sa cuisine, ses commandes, etc. Enfin... Alors, on passe complètement de la rougie qui va sortir du métro avec son petit jean, ses petits trucs, qui essaye de ne pas se faire voir, à celle qui va devoir prendre l'initiative, qui va devoir justement gérer les problèmes qu'il peut y avoir au cours de la journée ou ouvrir, en fait, essayer de créer des plats en fonction des produits qu'on lui aura apportés. Donc, on change complètement d'univers, on a une autre façon de penser. Puis, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui nous... qu'on oublie complètement de la vie, quoi. Pourquoi vous dites la rougui qui ne veut pas se faire voir, à celle qui sort du métro en jean basket, et puis celle qui va devoir investir son rôle en cuisine? Pourquoi elle ne veut pas se faire voir, la première? Parce que tout simplement, je suis peut-être de nature assez discrète, assez calme. Donc c'est vrai que j'aime bien passer inaperçue. Donc j'ai mon bouquin, je baisse la tête et je lis complètement. C'est vrai souvent, c'est ce que je dis, il va falloir un jour que je fasse un effort et que je mette plus de talons. Et être peut-être plus féminine, c'est-à-dire que je suis toujours à courir, donc je garde ma tête baissée et j'aime bien être discrète. Et puis c'est un côté très Peul, ça, d'être dans l'économie de parole déjà, d'être dans, pas l'économie de soi, pas du tout, mais d'être toujours discret, toujours pas forcer les gens, pas forcer la main. Enfin, il y a quelque chose de très doux dans ce peuple-là. Voilà, à écouter, à observer, à entendre, c'est important. Ça vient de vos racines, parce que les Peuls, ce sont les nomades. Hein. Exactement. Voilà, donc ça vient de ceux qui passent, quoi, ceux qui apprennent à passer sans forcément laisser de traces. Quoi. Voilà, qui apprennent de la vie. Qui apprennent de la vie, ouais. Qu'est-ce que vous ont transmis vos parents, justement, en termes de valeurs? Alors, beaucoup de choses. C'est déjà la ténacité, le respect de soi-même, le respect de l'autre, qui est très important. Vraiment essayer de foncer, de s'adapter aussi. Ça, votre père, il sait ce que c'est que s'adapter, hein, parce qu'entre les allers-retours qu'il a pu faire entre le Sénégal, la France, c'est pas facile de s'expatrier en France non plus, avec des bébés sous le bras, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent ou qui viennent faire du tourisme, déjà à cette époque, il n'y avait pas vraiment le grand tourisme comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la télévision autant qu'aujourd'hui, on ne regardait pas ça au village ou quoi que ce soit, donc c'était plus difficile. Je pense que justement, ils ont un grand mérite. Et c'est de toute façon à travers eux que l'on voit et on se dit, est-ce que moi j'aurais le courage de tout laisser tomber et de partir, je ne sais pas, moi, à Singapour, ne pas connaître la langue, et puis connaître en tout cas 2-3 mots, et puis se dire, je vais apprendre, je vais essayer de vivre avec eux tout en gardant justement
les bases de ce que j'ai appris. Votre père, il est parti parce qu'il voulait évidemment gagner plus d'argent pour pouvoir construire sa maison au village. Mais donc, il est devenu ouvrier spécialisé en France. Votre maman faisait des ménages, hein, Oui. je crois. La ténacité, il sait ce que c'est. L'adaptabilité, il sait ce que c'est. Mais alors, s'il y a une valeur par-dessus tout qui vous a transmis, et ça, je pense que vous en êtes rendu compte en écrivant votre livre, mais ça transperce partout, c'est l'honnêteté. Et il y a cette phrase, attendez, je l'ai notée, c'est votre maman qui dit toujours « tant que ce n'est pas volé ». Voilà, ça c'est fondamental, quoi. On mérite sa place et on est là où on doit être. Exactement. Je pense que de toute façon, c'est beaucoup plus gratifiant de toute façon de se dire la place, on n'a pas volé à une personne ou se dire on a travaillé, on a mérité la place, même si certaines personnes ne le voient pas toujours de cet œil-là. On sait pour soi-même et donc je pense que ça nous rend plus forts quand même. C'est pour ça que quand on vous a désigné comme chef, vous saviez que c'était le moment. Quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais 29 ans. 29 ans, Ouais. jeune chef. Mais vous saviez que vous étiez pertinente sur ce poste-là, que c'était le moment et que ce n'était pas usurpé, quoi. Exactement. Ce qui a permis de s'affirmer. Voilà. Et puis je me suis dit, après tout, je n'ai pas volé. J'étais là tous les jours, je me suis présentée. J'ai essayé d'être. Quand on me donnait des arrêts de travail, je ne les prenais pas. J'ai dû en prendre 15 sur toutes les années que j'étais là-bas. Et là, je me suis dit, non. Là, il faut absolument que si je laisse passer cette chance, je pense que je ferai plaisir à beaucoup de monde. Donc, non. Alors, il y a différents, quand on change de poste comme ça, il y a d'abord le mot responsabilité qui apparaît. Parce que d'un seul coup, c'est vous qui êtes responsable du succès ou de l'échec du restaurant, mine de rien. Exactement, Et ouais. de l'ambiance de l'équipe, etc. Oui, mais de toute façon, je pense qu'au fur et à mesure, de toute façon, dans l'apprentissage, on apprend à être responsable et puis on l'est soi-même, quoi. On nous inculque quand même cette responsabilité à la maison. Donc moi, quand on m'a dit « est-ce que vous voulez passer chef ?», au départ, je me suis dit « je vais d'abord respirer ». J'ai fait mes preuves jusqu'à présent, donc j'ai envie de savourer vraiment mon passage en tant que second. Et là, je me suis dit, non, après tout, il faut continuer, les efforts, j'ai encore l'énergie, donc il faut vraiment pousser les portes. Et puis, oui, de toute façon, je fais confiance aux gens avec qui je travaille, donc il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous avez, quand vous étiez second et que vous êtes devenu chef, est-ce que vous avez changé votre manière d'être, votre manière de... Alors, j'ai changé. J'ai changé parce qu'en tant que second, déjà, j'étais beaucoup plus froide. Aujourd'hui, j'essaye de Pourquoi ? parler. Peut-être parce que à ce moment-là, j'étais froide parce que c'était de toute façon ma nature. J'étais pas du tout à discuter, que ce soit des ordres. Et puis il y avait vraiment, quand on est en cuisine, on travaille, on ne parle pas. Donc il y avait vraiment ce côté-là que j'avais, Très côté concentré, très finalement. militaire, que j'avais vraiment. Très militaire, on en reparlera parce qu'elle ne dit pas ça Exactement. par hasard. Voilà. D'accord. Et au moment où je suis passée chef, j'ai appris que de toute façon qu'il fallait discuter avec les gens. Parce que c'est tout simplement nouvelle ère, on va dire, où les jeunes, ils ont besoin de savoir, de comprendre ou quoi que ce soit. Alors que moi, j'avais tendance à deviner souvent ce que mes chefs pensaient et à me dire, je vais dans leur sens. Aujourd'hui, il faut expliquer d'abord à un jeune, donc c'est vraiment quelque chose en même temps positif et en même temps négatif, parce qu'on a l'impression de toujours devoir s'expliquer, toujours devoir... prouver sans cesse. Justifier sans cesse. Exactement. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'effectivement, on sent que vous êtes très porté sur votre instinct, que vous arrivez à deviner à qui vous avez affaire. Et alors, vous dites notamment, quand je recrute quelqu'un, je lui fais dresser une assiette. Et à la façon dont il dresse l'assiette, je sais qui il est. S'il met sa crevette un peu sur le bord extérieur, il est peut-être en train de me dire qu'il a tellement peur qu'il a envie de partir, quoi. C'est très intéressant, ça, cette manière de faire. Oui, j'ai eu l'occasion en fait de le faire avec un stagiaire qu'on avait. Et à chaque fois, je lui demandais déjà de dresser. Donc certains, quand on leur demande de dresser, ils vont jusqu'au bout de la cuisine, donc vraiment ce recul. Certains vont s'approcher systématiquement et essayer de voir. Et puis au fur et à mesure, essayer de prendre la place. On va lui dire, dresser. Et là, on va voir, tu dresses comme tu veux l'assiette. Et là, on va voir vraiment la personnalité. Pour ma part, j'arrive à voir en tout cas certaines personnalités, oui. Et c'est pas l'apanage du chef, ça, de dresser les assiettes? Non? C'est vraiment... oui, bien sûr, d'habitude, ce sont les chefs, mais moi, j'ai décidé de changer vraiment ce côté-là et en même temps comprendre mon équipe et de lui faire comprendre aussi que je leur fais confiance.
Et puis alors, vous avez une manière d'exercer votre autorité. Moi, j'avais l'image des cuisines avec le chef cuisinier, pardon de dire comme ça, mais qui hurle ses ordres, j'allais dire qui gueule, où c'est pas très serein, pas très calme, etc. Et puis alors, chez vous, visiblement, ça se passe pas du tout comme ça. Alors, Vous ça, voulez saouler. En fait, son truc, c'est qu'elle les saoule. c'est vraiment le truc de femme, peut-être que j'ai gardé, on va dire. Écoutez bien, mesdames, ça Voilà, peut être reproductible en ça famille, marche ça. très très bien. Parce que c'est ce que je dis. J'ai dit, faites attention, j'ai repris le côté de ma mère et je sais saouler les gens. Donc, je peux répéter systématiquement les choses plusieurs fois et être sur le dos d'une personne continuellement jusqu'à ce que ça la fatigue. Voilà, donc jamais vous ne haussez la voix, vous avez cette petite voix douce, très calme toujours. Oui, en général, oui. C'est vrai que je n'ai pas la voix qui porte et puis je ne fais pas non plus l'effort de parler plus fort parce que je me dis, bah, comme ça, justement, ils vont être captés par ce que je dis. Ou si, s'ils veulent suivre, en tout cas, s'ils ne veulent pas tomber dans le jeu, ils ont intérêt à entendre quand j'annonce les bons. Donc, ça, c'est vicieux, on va dire. Et donc vous répétez à l'envi jusqu'à ce que la personne comprenne, vous rabâchez, rabâchez, Eh ben, rabâchez. c'est très fatigant Ouais. pour la personne d'entendre une personne d'avoir une personne sur le dos dire non, non, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça que vous avez été élevé, vous, votre mère, à rabâcher, 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 sans jamais hurler, jusqu'à ce que vous faisiez, vous et vos frères et sœurs, ce qu'elle attendait. Ah, ma mère, jusqu'à présent, elle rabâche, elle rabâche. Donc, c'est oui, Ça oui. marche, il faut que j'essaye. Ça marche, en tout cas, oui, Je vais essayer, je vous dirai si, c'est ça. je vous dirai si ça marche. On sent qu'il y a beaucoup de sagesse chez vous, je trouve. Quand on vous lit déjà, quand on lit votre livre, quand on vous écoute, on sent qu'il y a une grande maturité. Vous avez quel âge aujourd'hui? 35. 35 ans, hein, Ouais. c'est ça. Et on sent qu'il y a quelque chose de très déposé, très calme, très sage. C'est une façade pour la télé ou vous êtes vraiment comme ça? Non, 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 je suis comme ça de nature. Je peux être faux folle, je peux être. Mais en général, je suis vraiment comme ça. Alors, il y a un grand sage en Afrique qui compte beaucoup, mais pas que pour les Africains d'ailleurs. Et vous avez eu la gentillesse de nous apporter un livre. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui c'est? De Amadou Ampateba, Voilà. ce sont de toute façon les maîtres spirituels qui ont su en fait justement garder tout ce qui se passait par voie orale, en fait, le mettre par écrit. À l'écrit, voilà. Voilà. C'est quelqu'un, c'est vrai qu'il y a une grande tradition orale en Afrique et lui, il a retranscrit ça Déposé, à voilà. l'écrit. Quel est le livre que vous nous avez apporté? Ça s'appelle comment? Alors, les traces d'Amkoulé, l'enfant Peul. D'accord. Donc, c'est vraiment un peu son histoire, son parcours. Et à chaque fois, en fait, on a des petites répliques de sagesse. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, j'ai acheté directement et je me suis dit, il ne faut absolument pas l'abîmer. Parce que c'est vraiment des choses qui nous aident, en fait. En Ouais. tout cas, dans la vie, ouais. À avancer. Est-ce qu'on peut lire éventuellement un ou deux passages? Un premier, peut-être? Mhm. Alors, l'eau est l'image de Dieu sur la terre. Elle peut prendre toutes les formes sans en avoir aucune. Elle n'a la forme et elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de saveur. C'est Dieu en matériel. Ça veut Donc- dire que ça, c'est des phrases après que vous allez méditer, repenser, remâcher, qui vont vous guider, qui vont vous nourrir en fait. Exactement. Ouais. Je pense que à travers toutes certaines poésies en France ou les contes initiatiques en Afrique, Peul, ce sont des choses qui nous apprennent pas peut-être à ne pas être prétentieux ou à savoir respecter les plus âgés, à faire beaucoup de choses assez sages et en même temps qui vont nous aider. Alors, deuxième extrait, si vous voulez bien, Rougidia. Mhm. Combien de fois les jeunes m'ont dit, Monsieur Ampateba, vous êtes dépassé. Je leur ai répondu, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Et c'est vrai que les jeunes souvent ont tendance à avoir l'impression de tout connaître et on a toujours besoin des plus âgés, De gens comme lui. des gens comme lui. Ouais. Vous parliez des contes africains, et je ne pensais pas l'évoquer dans cette émission, mais vous m'y faites penser. À un moment, c'est votre maman ou votre grand-mère qui vous raconte une histoire, et c'est l'histoire du caïman et de la biche, qui est un conte qui finalement parle à beaucoup de Français, Oui. parce que c'est l'histoire d'une biche et d'un caïman qui ont un défi à remplir, un défi de vitesse, et puis la biche, elle se dit... le caïman, il est tellement pâteau qu'il va y aller lentement. Je vais courir, puis je vais me reposer. Puis elle se repose juste avant la ligne d'arrivée. Et sauf qu'elle se repose tellement que le caïman, tout pâteau qu'il est, À avancer.
à avancer et évidemment à remporter le morceau. Et c'est notre lièvre et notre tortue nationaux, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais alors attendez, c'est La Fontaine qui est allé puiser dans les racines africaines pour écrire. Je me suis dit, dans quel sens ça s'est fait, cette histoire-là? Ah, je ne peux pas dire, mais je pense que de toute façon, elles se ressemblent toutes. Il y a beaucoup de similitudes, de toute façon, dans les histoires, de toute façon, que ce soit de La Fontaine, que ce soit les contes initiatiques qu'on avait, que j'entendais moi en étant petite. Oui. Alors, vous avez une double culture, hein, Mhm. on a compris, hein, française, sénégalaise, et vous faites un mix, je parle dans l'assiette, mais pas uniquement, dans votre vie, assez heureux de tout ça. Oui, complètement. Parce que je pense que c'est... On m'a souvent posé la question, mais vous êtes sénégalaise, vous êtes née où? Je suis née à Paris. Et lorsque j'arrive au Sénégal, on me dit oh la pauvre, mais c'est de la porcelaine, elle est française, elle ne tiendra jamais les grandes pluies. Ouais. Et donc vous chouchoutez un peu quand vous venez au exactement, et c'est ce qui est marrant justement, c'est d'entendre vraiment ce côté-là des deux. Donc parfois on se dit je suis d'où? Je suis française ou je suis sénégalaise? Et non, moi j'ai préféré en fait prendre les deux et me dire je suis en France, je défends bien sûr la culture française parce que c'est un pays que j'aime et de toute façon que je trouve beau. Et je défends aussi la culture sénégalaise parce que je trouve aussi merveilleuse. Et il y a beaucoup de choses à prendre partout. Vous avez les deux nationalités de fait? Normalement, j'ai les deux nationalités, française sûre, sénégalaise peut-être. Ah bon? C'est pas mal comme réponse ça. Ah bon? Non, je travaillais pour et je ne sais pas en fait ce qu'il en est. C'est pour ça que je dis ça. Le dossier est en stand-by. Voilà. D'accord. Alors, quand vous revenez au Sénégal, vous n'êtes pas revenu finalement très très souvent, peut-être pas aussi souvent que vous l'auriez voulu, mais en tout cas, la première chose à faire, c'est toujours la tenue dont je parlais tout à l'heure. Ouais. On quitte les habits d'européenne et hop, on se glisse dans un boubou tellement confortable. Exactement. Justement, il fait très chaud, donc forcément, on a besoin d'avoir ce côté-là vraiment de tissu très très léger et très coloré, parce qu'on a envie, avec toutes les couleurs qu'on voit, on se dit, on a envie de se perdre aussi dedans. Et on nous reconnaît apparemment en disant non, elles sont françaises, en disant que la paume de la main est beaucoup plus claire. Et oui, on nous reconnaît par rapport à notre démarche, en disant qu'on marche très très rapidement, qu'on parle très vite. Donc ils ont des petits trucs comme ça qui font qu'on nous reconnaît. Mais c'est vrai on est tellement bien dans un boubou que quand j'y suis, je profite. Qu'est-ce que vous faites quand vous revenez au Sénégal, que là vous êtes en mode off, hein, vous n'êtes pas au travail? Alors si je ne suis pas... on m'a demandé d'aller chercher de l'eau au puits. J'ai voulu nettoyer comme eux. On nous demande... Alors, je ne fais pas la cuisine là-bas. Ah, pas du tout. Oui, bizarrement, je ne fais pas la cuisine là-bas parce que souvent, ce sont 2-3 personnes qui viennent et qui font systématiquement la cuisine. J'ai pas eu l'occasion du tout de faire. Et puis, je pense que je ne saurais pas gérer leur fourneau quand même. Ah oui. C'est en extérieur avec des feux de bois, donc elle gère ça beaucoup mieux que moi. Et puis souvent on nous dit, mais on a l'impression qu'on ne sait pas faire grand-chose. Mais tu sais utiliser ça, mais la langue, tu comprends tout. Donc tu es chef cuisinier, toi. C'est assez amusant. Ils l'ont découvert il n'y a pas longtemps, ils se sont dit, mais dis donc, tu parles du latileja, ce fameux plat que j'ai fait une fois. Mais elle connaît notre culture. Et donc c'est assez amusant quand, en fait, à ce moment-là. Oui, il y a un décalage malgré tout, quoi. Exactement. Et vous parlez les langues, le Wolof, Alors je parle le Peul. Le Peul. Le Peul. Et ça fait comment, le Peul? Le Peul, c'est assez chantant. Je pense que c'est mélangé avec des intonations un peu arabes, puisque on a eu, en fait, on est d'origine, on est beaucoup musulmans pour la plupart, et donc ça donne. Ça donne quoi, si vous vouliez nous dire? Dites-moi ce que vous voulez en Peul. Vous traduirez après, parce que sinon on va être un petit peu frustrés. Non calminama bandiraɓe et puis mbeɗe welti ko garmi ɗoyne e oɗon plateau. À vos souhaits. C'était pas ça. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Non, j'ai juste dit je vous remercie, je remercie en fait les personnes en général, et puis que je suis très contente d'être sur le plateau. Ah. Donc de façon un peu maladroite, mais j'y suis arrivée parce que je ne m'y attendais pas. Je n'y ai vu que du feu, moi, personnellement. Voilà. C'est effectivement très, très chantant. Voilà. Ouais, j'aime bien entendre les ethnies, le son des autres langues. C'est qui Pendam? Pendam, c'est moi. Ah bah oui. C'est mon deuxième prénom. C'est vrai que c'est ma mère qui m'appelle souvent comme ça, en fait. C'est Penda, en fait, à la base.
Et Pendam, c'est ma petite Penda. On rajoute un M et ça donne Pendam. un petit diminutif affectif, ma petite. Exactement. Oumba. Donc si je dis Rougim, c'est ma petite Rougui. Non, ça marche pas. Rougam, oui. D'accord. Je ne suis pas prête de parler Peul, moi, je vais vous dire ça. Vous dites que dans votre livre, que pendant votre enfance, vous n'avez pas beaucoup souffert du racisme, mais il y a eu une fois à 16 ans qui vous a marqué. Alors oui, non, en étant petit, on jouait avec les Portugais, les Français, les Arabes. Il y avait vraiment tout. C'était vraiment mélangé. Puis en même temps, on ne se posait pas la question. Il y a des moments où je dis on est bête. On n'était pas peut-être bête, je pense qu'on était tout simplement, on appréciait la vie, on appréciait d'être tous ensemble et on ne se jugeait pas. Je pense que c'était plutôt ça. Moi, j'avais tendance à dire non, on était bêtes. Non. On appréciait vraiment la vie, je pense. Dans la banlieue où vos parents ont déménagé après, quand ils ont quitté Paris. Voilà, les Plaisances. Mais même à Paris, apparemment, ma grande sœur m'en parle en me disant on se mélangeait, on s'asseyait là, sur ce banc-là, pour attendre papa quand il venait. Donc il y avait vraiment cette vie, vraiment, c'était paisible, c'était vraiment agréable. Pas de racisme. Pas du tout. Sauf qu'à 16 ans. Sauf qu'à 16 ans, oui, c'est vrai que c'est assez marquant parce que j'étais très fatiguée. Je sortais d'un stage, d'une entreprise où je voulais justement où je voulais qu'on m'embauche. Donc, très fatiguée. Les premiers jours, j'avais du mal, mon rythme n'était pas encore fait. Je suis sur le quai du RER et puis à ce moment-là, une dame qui se retourne et qui me fait « Ah !» et elle se pousse en fait de quelques mètres comme si. Ouais. Et là, sur le coup, je suis restée un peu bête quoi, à la regarder en me disant mais c'est pas possible sur le coup. Donc ça a été blessant et en même temps, je me suis dit mais quelque part aujourd'hui, je me dis la pauvre. Et quand vous êtes passé chef, déjà, donc j'ai dit, le monde de la cuisine est un monde macho, que vous êtes passé chef déjà en tant que femme, mais en tant que noire, vous avez pu entendre des remarques blessantes ou finalement c'est très bien, ça se passe très bien, quoi, il n'y a pas de différence. Oh, j'ai vraiment fermé les oreilles. Je me suis dit si je les ouvre, c'est vraiment pour ces personnes-là, ce seront un moteur pour moi, pour avancer. Chaque moment qui seront difficiles, je me dirai, et c'est ce que je me dis. Faut pas que j'abandonne parce que je ferai plaisir à ces personnes. Vous nous avez dit être musulmane, pratiquante. Alors je pratique, pas tout comme. Ça doit être pratique le ramadan quand on est chef cuisinier. Alors là j'ai. Comment on fait? Et puis les interdits alimentaires, comment vous faites pour gérer? Tout simplement, on apprend à vivre avec ça parce que de toute façon, pour moi c'était une question de logique. Il m'est arrivé de mettre du porc justement sur certaines assiettes où justement M. Petroussin me disait mais surtout il ne faut pas mettre de porc parce que certains ne vont pas manger. Et là je souriais, je me disais tiens, moi qui mets du porc, moi qui suis musulmane, M. Petroussin lui justement prend. Je me suis dit non, à la rigueur on va mettre au dernier moment où on va s'arranger de pouvoir ajouter ou retirer si le client ne veut pas. En fonction du client. Donc exactement, donc j'utilise parfois de la crépine. Et pour un musulman, je vais faire mon petit ballotin dans un papier film, dans ce cas-là, retirer, mettre la forme. Et la crépine, ce sera en plus pour les clients qui, justement, il va y avoir le côté croustillant en plus. Mais vous goûtez ou pas? À ce moment-là, je fais goûter à mon second. Voilà, votre second. Voilà. Et comment ça se passe alors le ramadan quand on est chef cuisinier? On prend carrément un congé ou on fait quoi? Alors là, j'ai eu la chance cette année, en fait, que ça tombe sur mes jours de congé, du début jusqu'à la fin. Oui, donc comme ça, c'était cette année, ça c'est fait. Mais les années d'avant, vous avez fait comment? Les années d'avant, alors ma première année où je suis passée chef, je me suis dit, je ne vais pas le faire. Les 2 premières années, Ramadan, vous n'allez pas je n'ai pas fait. Alors je faisais le week-end où je les faisais vraiment le jour où je pouvais m'absenter ou quoi que ce soit. Donc ça tombait vraiment à ce moment-là, juste pendant les week-ends. Et je goûtais systématiquement tout ce qui sortait parce que je me suis dit, est-ce que je peux faire confiance à tout le monde? Est-ce qu'on ne va pas me faire un sale coup? Donc il y avait vraiment cette crainte parce qu'il fallait que je prouve que j'avais vraiment ma place de chef. Et au fur et à mesure des années, on apprend en fait le palais de certaines personnes, en fait, s'il est similaire ou si certains aiment beaucoup l'acidité. Donc
on apprend vraiment à connaître le personnel avec lequel on travaille. Donc vous avez construit des repères dans votre équipe Exactement. pour peu que l'équipe reste à peu près la même. Et maintenant, Exactement. aujourd'hui, vous pouvez leur faire confiance. Voilà, donc je peux faire le jeûne en disant, bon, bah, à mon second qui va goûter. À certains apprentis, attention, toi, je sais que quand tu vas doser, tu vas mettre trop de Oui, côté trop de acide, sel, trop de donc sucre, il va falloir faire attention. Donc voilà. Et c'est important pour vous, Dieu dans votre vie, c'est qui Dieu il représente quoi? Ah, pour moi, bien sûr, c'est important. Je pense que C'est pas dans juste les social, moments, je veux dire, votre oui, pratique de la religion. non, D'accord. non, dans les moments les plus difficiles, ben, on se dit, bah, de toute façon, ils verront par la suite. C'est Dieu qui juge déjà. Non, pour moi, c'est tous les jours. Quand ça va bien, bah, il m'arrive de dire, bon, bah, je remercie le bon Dieu parce que tout se passe bien. Parce que je pense qu'on souvent on fait appel à lui que lorsque ça ne va pas, on se dit, oh mon Dieu, aidez-moi, aidez-moi. On entend rarement merci mon Dieu, et je pense que c'est important. Il m'arrive de leur dire, bah, Dieu te le rendra. Ça, c'est ma phrase fétiche. À un moment, je disais à tout le monde. Alors, une s'est amusée à dire, oh, bah, dis donc, Dieu me doit beaucoup. J'ai dit, bah, tu verras. J'ai dit, tu auras beaucoup d'enfants et tout sera bien. donc, non, je pense que pour moi, c'est important. Et dans vos prières, en fait, vous dites avant tout merci. C'est plutôt merci que. Oui, je pense que c'est important de remercier. Il y a des quoi. En tout cas, pour ma part, je suis aujourd'hui assez bien. J'arrive encore à sourire de choses simples, de me faire plaisir. Tout le monde va bien autour de moi, donc oui, je pense que je peux remercier le bon Dieu, quoi. Et ça vous a surpris l'invitation d'une chaîne catholique à votre endroit ou? Ah, pas du tout. Pas du tout, non, parce que je trouve que c'est une ouverture d'esprit. Moi, quand j'ai entendu certains se reconvertir, prendre la religion musulmane, ce qui m'a plu justement, c'est de dire la religion, il ne faut pas que tu la prennes pour une fille, pour telle personne, pour ceci, cela. Il faut que tu la prennes pour toi. Et tu ne dois pas renier la religion catholique, tu ne dois pas renier la religion juive. Elles font partie intégrante de la religion musulmane. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu entendre, c'est ce que j'ai gardé justement le jour où j'ai entendu certaines personnes se reconvertir. D'accord. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est. Donc de toute façon, toutes les religions, pour moi, elles sont basées vraiment sur le respect, sur vraiment quelque chose de beau. Maintenant, c'est l'être humain qui en fait, par rapport peut-être à son vécu, je ne sais pas, une image vraiment négative ou le côté extrémiste. On prend systématiquement. Toutes les bases de religion, elles sont basées sur quelque chose de vraiment pur, simple et vraiment sur la tolérance. Donc je pense que c'est ce qu'on devrait justement, sur ces points-là, qu'on devrait appuyer et non pas appuyer sur les personnes qui sont vraiment extrémistes, qui ne supportent pas ceci, qui ne supportent pas cela, ou qui voudraient en fait dénigrer quelque part la religion sans s'en rendre compte. Mais vous en souffrez parce que je sais que la religion musulmane est dénigrée de fait. Toutes les religions sont dénigrées pour une chose ou l'autre, mais alors, le côté extrémiste, effectivement, vous en parliez, on en parle beaucoup, avec tout ce qui est terrorisme, etc. Ça vous touche personnellement ou vous vous sentez tellement loin que finalement non? J'écoute, je me dis c'est vraiment dommage qu'on ait cette image vraiment de la religion musulmane, parce que mine de rien, c'est une très très belle religion. Et maintenant, c'est à toutes les autres personnes de travailler vraiment pour faire comprendre qu'on est tolérant, qu'on a envie de discuter avec tout le monde et qu'on peut passer devant peut-être des chrétiens, des bouddhistes, et qu'on est vraiment comme tout le monde, quoi. Vous avez amené un deuxième livre, parce que le choix était difficile à faire. Est-ce que vous voulez bien nous dire le deuxième petit morceau de lecture que vous nous avez réservé, ou alors est-ce que c'est juste pour faire l'article du livre? Alors, celui-ci, c'est vraiment de Fatou Diom, qui, elle, justement, pareil, est née au Sénégal, qui a fait de brillantes études et qui est venue ici. Et elle écrit, elle, merveilleusement bien. Donc là, je suis un peu accro de ses livres, donc il m'en manque certains. Mais c'est vrai que Le ventre de l'Atlantide, c'est celui avec lequel je pense qu'elle s'est fait connaître, en tout cas que je l'ai connue. Et elle raconte des choses qui sont complètement vraies, quoi, pour ma part. Fatou Diom, vous vouliez nous en lire un petit extrait? Ah oui, bah je vais prendre celui-ci. Alors, Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. Voilà. Et là, c'est en livre de poche que nous l'avons sur le plateau. Voilà. Irrésistible, l'envie de remonter à la source, car il est rassurant de penser que la vie reste plus facile à saisir là où elle enfonce ses racines. Pourtant, revenir équivaut pour moi à partir. Je vais chez moi comme je vais à l'étranger, car je suis devenu l'autre pour ceux que je suis. Je reprends. Car je suis devenu l'autre pour ceux que continuent à appeler les miens.
Je ne sais plus quel sens donner à l'effervescence que suscite mon arrivée. Ces gens qui s'attroupent autour de moi viennent-ils fêter une des leurs, me soutirer des billets? Et là, je vous laisse en fait tout simplement l'acheter pour pouvoir suivre. Ah, quel suspense! En fait, on dirait que c'est vous qui parlez quand vous arrivez au Sénégal, que vous allez voir votre famille au Sénégal et que c'est comme ça que vous êtes accueillis. C'est un peu ça? Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi ce passage, c'est qu'en fait en grandissant en fait en France, être né en France ou en Afrique, on a les mêmes problèmes de savoir en fait de nos racines, savoir Où est-ce qu'on est? Vous êtes toujours l'autre finalement. Exactement. En France, vous êtes l'autre qui vient du Sénégal. Au Sénégal, vous êtes l'autre qui revient de France. Exactement. C'est pas un peu difficile à vivre? C'est pour certains, je pense que ça doit être difficile. Pour ma part, moi, j'ai décidé vraiment de prendre les deux et de faire une force. Et d'arrêter qu'il y ait ces tensions intérieures. Exactement. Tout à l'heure, on a parlé subrepticement, rapidement de l'armée. Il faudra qu'on pense à montrer votre objet parce qu'il était lié à la religion. Je ne sais pas ce que c'est, on le montrera juste après. On a parlé de l'armée et ce n'est pas un hasard. D'abord parce qu'entre la cuisine et l'armée, il y a un vocabulaire commun. Oui. Il y a chef, il y a brigade, il y a l'autorité, il y a la hiérarchie, il y a le commandement. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre encore. Le coup de feu. Il y a le coup de feu, mais il y a aussi le fait de prendre toujours sur soi et d'avancer systématiquement. Il y a vraiment tous ces trucs-là qui me plaisent. Il y a vraiment des parallèles et vous avez failli ne pas être chef cuisinier. On aurait très bien pu vous retrouver en adjudant ou en général. Vous êtes un peu jeune pour être général quand même, mais que sais-je. Mais j'aurais aimé être dans l'armée. Mais ce qui a vraiment arrêté ce côté-là, c'est que lorsque je me suis inscrite pour pouvoir aller à l'armée, on m'a dit donc vous direz à Monsieur Roguidia de venir. Et là je me suis arrêtée, j'ai dit ah non, Rogui c'est moi qui veux m'inscrire à l'armée. Est-ce que vous avez des diplômes? J'ai dit non à ce moment-là, puisque c'était vraiment un battement entre mon pré-apprentissage et mon apprentissage, où j'ai eu 2 années en fait un peu de galère. Et là, on m'a dit, il faut les diplômes. Et c'est comme ça que je suis repartie à la conquête Oui, en vous disant, je vais passer un CAP pour la cuisine et j'aurai un diplôme. C'était ça, hein, l'idée? Exactement. Je voulais absolument... La cuisine, il y en a besoin dans l'armée. Il y en a besoin dans l'armée. Il y avait besoin au moment où, en tout cas, moi, j'ai essayé de rentrer dedans, il y avait besoin d'avoir au moins un BEP. Voilà. Et sauf qu'entre-temps, la cuisine vous a totalement absorbé et que le rêve de l'armée, c'est un peu... Pas étiolé, mais vous l'avez. Enfin, il faut choisir un moment. Exactement. Quoi. Il faut complètement choisir. Et puis je me suis dit je retrouve un peu des similitudes dans la. Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'armée justement? Qu'est-ce qui, dans le fait d'aller à l'armée, c'était quoi l'idée initialement? L'idée, c'était vraiment de repousser ses limites sans cesse, de tenir, parce que justement il y a ce côté vraiment hiérarchique dur où tout est structuré de toute façon. Et de se dire, il faut aller à fond et puis il faut compter les uns sur les autres et vraiment tout ce qu'il y a autour, en tout cas de l'image, moi, que je me fais de l'armée. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, ce sera peut-être pas très agréable, mais vous êtes toute fine, toute menue, vous êtes sûre que vous auriez tenu le choc à l'armée? Je faisais 10 kilos de plus à ce moment-là. Ah, vous faisiez 10 kilos de plus, d'accord, parce que voilà. On a l'impression... Le côté porcelaine, je comprends, hein, de votre famille, on a peur de vous casser. Alors qu'on sait qu'il y a une volonté de faire à l'intérieur. Je faisais 2 kilos de plus, mais c'est ce que j'allais dire. Justement, je pense qu'il n'y a pas... c'est pas visuel. Je pense qu'il faut vraiment voir le côté vraiment spirituel où quand on veut quelque chose, on peut. Donc il faut vraiment tenir. Et il y a des moments où oui, c'est difficile. Comme on nous dit comment vous faites pour tenir un rondeau, on a des astuces. Soit on prend par 2, soit justement on met le rondeau avec un minimum d'eau et ensuite on rajoute l'eau qu'il faut. C'est quoi un rondeau? Un rondeau, pardon, c'est une grosse gamelle pour oui, pouvoir travailler. On apprend, oui, une grosse gamelle. Pour pouvoir cuire en fait des viandes. Je prends l'exemple d'un pot-au-feu. Voilà, c'est assez lourd quand on met plus les litres d'eau. Donc quand on me voit comme ça, on se dit est-ce qu'elle vraiment elle porte? Oui, il m'arrive de porter. Oui, je peux déplacer un sac de farine de 25 kilos, j'ai pas peur. Alors, on n'a pas montré le fameux objet en question, il est caché dans sa poche. J'aime bien avoir des petites surprises comme ça. Tout ce que je sais, mes Kezako, c'est un tout mini Coran. Exactement. C'est ça? C'est un tout petit Coran qu'on m'a offert et puis je me suis dit, je vais le garder avec moi.
Je trouve qu'en fait, l'écriture déjà arabe est magnifique, Ah bah. même si je ne sais pas le lire. Un Coran avec une Exactement, donc c'est vraiment fermeture éclair. Exactement, donc c'est protégé. Le livre est protégé à l'intérieur. Je trouve très rarement, mais c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon sac. Et ça veut dire, je peux le regarder parce qu'il est Bien vraiment sûr. tout petit, alors je le vois même en étant près de vous, je le vois de loin. Ça veut dire quoi que vous le consultez régulièrement? Ah bah oui, Je ne- bah de fait, je peux pas le lire. Exactement. C'est un peu écrit en arabe tout ça, non? Exactement, c'est écrit en arabe. Je n'ai pas l'arabe, mais Bah c'est oui. vrai que bon, voilà. Mais pour moi, c'est assez important de l'avoir et puis Juste de savoir qu'il est là, de quoi. savoir qu'il est là. Voilà. Et il y a une phrase du Coran qui vous plaît, je vous le referme, hein, hop, 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 je vous le rends. Il y a une phrase du Coran qui vous plaît particulièrement, que vous, je sais pas, qui vous travaille ou que vous gardez en mémoire parce qu'elle guide un peu votre vie? Non, moi je garde vraiment sur la religion que c'est la tolérance et non, on ne juge pas. Je pense que c'est vraiment, c'est ce qui avait été écrit de toute façon avec Moïse quand il va sur le mont Sinaï où il dit tu ne jugeras point. Je pense que c'est une belle phrase qu'il faut vraiment garder pour tout le monde. Ah, mais vous voyez, Arrêtons moi, de vous me dites juger. la tolérance, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça parce que je me dis la tolérance, c'est un peu le minimum vital, mais est-ce que qu'on soit croyant, quelle que soit la religion, on n'est pas appelé à plus que la tolérance et à passer directement à la marche d'au-dessus qui s'appelle l'amour, quoi. Oui, bien sûr, mais justement pour moi, si on est tolérant, on aime l'autre. Parce que souvent, sous couvert de tolérance, c'est plutôt de l'indifférence. Et ouais, moi je suis tolérant, c'est juste parce qu'on n'en a rien à faire du voisin d'à côté, quoi. Alors que justement, moi, la tolérance prend tout son sens. C'est justement, c'est de se dire, bon, bah, je ne juge pas, je le prends tel qu'il est et je le prends avec ses atouts, ses défauts et tout, parce que l'être humain est comme ça. Au sens plein du mot. Donc la Exactement. tolérance Exactement. au sens complet, Voilà. on va dire, du mot. Il y a ce livre, hein, que vous avez sorti alors avec ce nom difficile, excusez-moi, Jean-Claude monsieur Jean-Claude. Jean-Claude Gazvitch, éditeur, Le chef est une femme, préfacé par Dominique Loiseau. On se dit, mais c'est marrant, une cuisinière, un cuisinier, un chef cuisinier, c'est un livre de recettes qu'on attend aussi. Alors, il y a des recettes à la fin. Ah oui, j'ai vu. Je me suis Voilà. dit, ça y est, on commence doucement. Salade d'agrumes et granité d'ananas parfumée au gingembre. Voilà. Voilà, attendez, il y en a d'autres, hein, que je vais vous faire envie un petit peu. Escalope de dinde en marinade, tronçon de cabillaud à ma façon, donc la sienne, pas la mienne. Vaut mieux, entre nous soit dit. Voilà, ça je ne sais pas ce que c'est. Thieboudjine, riz au poisson, C'est le riz au poisson, voilà. asperges nationale, croustillantes oui. au lard et au Maurice. Ah, aïe, 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 ça, Voilà. ça fait envie aussi. Mais entre guillemets, un vrai livre de recettes, ça ne vous tente pas? Un vrai, si. À vous, hein, si, des recettes bien à vous, sûr, hein, exactement. pas pris trop de temps, etc. Là. Vous, votre Bien sûr cuisine. que si, ça me tente, mais je pense qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses et ne pas se dire, bon, bah, on entend parler de moi, donc il faut absolument que je sorte un livre et le bâcler complètement. Je pense qu'il faut être le plus honnête possible et avoir le temps de se poser et de faire les choses correctement. Et quand vous vous posez, dans le peu de temps que vous avez de libre, parce que quand on découvre l'emploi du temps des gens qui ont votre métier, on se dit juste, alors attends, il respire quand? Ah, si, à 3 heures dans l'après-midi, parce que vous arrivez tôt le matin au travail pour les commandes, tout un tas de choses, voir l'équipe, commencer à faire j'ai appris ça, les bouillons. Bon, chacun son poste, mais après, il y a le coup de feu du midi, il y a 3 heures, grosso modo, de battement Exactement. l'après-midi, et puis Voilà. pouf, c'est reparti pour le soir. Et puis vous rentrez chez vous, il est minuit. Ouais. Très bien, bonjour la vie privée. De ces 3 heures, vous en faites quoi quand vous n'êtes pas ici sur le plateau de KTO pour répondre à mes questions? Alors, ça dépend. Je peux être, s'il fait beau, dans un jardin à bouquiner. Ça va être repartir très vite voir mes parents si on a des courses à faire ou apprécier, justement. Voir tous les neveux et nièces qu'il peut y avoir, se ressourcer, en fait, ce que j'appelle se ressourcer. On peut aller faire des achats, donc on a plein de choses à faire. Mais en même temps, regarder autour de soi, apprécier l'architecture, l'architecture de Paris, parce que c'est très très beau. Elle dit tout ça parce qu'elle n'a pas encore d'enfants. Et le jour où il y aura des enfants, il va falloir s'organiser différemment. Je pense, oui, Hein? mais je pense qu'on travaillera, on s'adaptera, mais à essayer en tout cas de capter des petits moments comme ça qui nous ressourcent. Avoir des enfants, c'est un désir ou pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour? Je pense que oui, si, c'est un désir. Après 35 ans, je pense qu'il faut y réfléchir quand même. Mais oui, mais je pense que j'essaierai en tout cas de mettre tout ensemble, de ne pas laisser tomber complètement la restauration, mais de ne pas non plus négliger l'éducation de l'enfant. Qui est le chef qui fait référence pour vous? Le chef cuisinier dont le nom pourrait éventuellement nous parler, vous voyez?
Oh, j'en ai beaucoup. Bon, c'est vrai que ça a toujours été. J'ai toujours parlé de Monsieur Loiseau parce que en fait, il avait ce côté vraiment, cette façon de dire bonjour qui faisait très humaine en fait. Ouais, parce Il qu'il était disait très- même bonjour aux plongeurs, même bonjour. Exactement. Et il Et disait toujours, Bernard Loiseau, moi j'ai eu 2 bacs dans ma vie, le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide. Parce qu'il a commencé par là, comme tout le monde. Hein. Exactement. Et je pense qu'il a ce respect qui fait que, quoi, moi en tout cas, ça m'a touchée. Cette façon de dire bonjour, elle me paraissait très sincère. C'était pas vous bonjour et puis on part tout de suite voir le responsable, voir les chefs ou quoi Oui, que ce parce qu'il y soit. en a qui disent bonjour qu'au gradé, entre guillemets. Exactement. Hmm. Donc on a vu ça très très souvent. Et lorsque Monsieur Loiseau est venu, en tout cas en cuisine, il s'est retourné vers nous. Alors à ce moment-là, on travaillait. Moi, j'étais vraiment chef de partie, donc je n'étais pas encore second. Et là, il s'est retourné vers nous. Le bonjour m'a semblé tellement sincère que je me suis dit waouh, c'est un homme. On le voit à la télé. Il est imposant, il est présent, et en même temps, en tout cas, il dégageait pour moi quelque chose de beau, quoi. Ouais, donc son suicide a dû vraiment vous toucher de plein fouet aussi, Complètement, oui. comme tous ceux qu'il avait rencontrés, qui avaient pu apprécier sa générosité. Ouais. Exactement. Ça vous a fait réfléchir à cette notion des étoiles, du toujours plus, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Enfin, vous avez décidé quelque chose avant d'en arriver à vos étoiles un jour. Bah, on se dit que, disons que ça nous remet quand même, ça met une douche froide parce qu'on se dit waouh, on court après quelque chose et puis d'un seul coup, en fait, notre vie peut basculer. On peut parce que on a tout misé dessus. Et lorsque j'ai lu le livre de Dominique Loiseau, puisqu'elle écrit justement le livre de son mari, on se dit il y avait toute une vie, il y avait toute une structure, il y avait toute une brigade qui était là derrière lui. Et en fait, à être dans les fourneaux systématiquement, est-ce qu'il a pu un moment capter qu'il y avait tout cet amour en fait autour de lui? Je pense qu'il le sait, oui, parce que c'était quelqu'un qui était assez sensible, mais assez apprécié. J'espère qu'en tout cas qu'il aura pu. Hein. Et d'autres chefs, alors donc on a dit Bernard Loiseau, il y en a d'autres Oui. comme ça qui vous inspirent? Oui, bah, j'ai mes anciens chefs, auxquels je ne donnerai pas de nom puisque j'en ai eu plusieurs. Oui. Voilà. J'ai beaucoup de respect, pareil, pour les mêmes raisons que Thierry Marx. J'aime beaucoup Thierry Marx. Voilà. Ouais. Alors lui, c'est cuisine moléculaire à fond. Exactement, mais quand on le voit passer à la télé, bah, il semble tellement... C'est pas futile, il ne parle pas pour rien, on entend très peu. C'est quelqu'un de sincère. En Et plus, voilà, et c'est ce qui est important, il n'est pas là pour casser, donc c'est vraiment une personne que j'apprécie pour ça, mais comme j'apprécie Anne-Sophie Pic pour la même raison en fait. Et Thierry Marx, il a fait des émissions culinaires à la télé. Exactement. Vous savez, je ne sais plus si c'est Top Chef, Master Chef, j'ai tendance un peu tout mélanger, mais vous avez un regard ou un avis, vous, sur ces émissions-là? J'imagine que vous regardez. Alors, Quand vous pouvez. je tombe souvent sur Top Chef, Donc Top puisque Chef, c'est les lundis, ouais. et c'est les professionnels. Top Chef, c'est M6, voilà, c'était le Exactement. combat des professionnels. Tandis que Master Chef, je crois que c'est des amateurs, éclairés. Voilà. Ouais, On va dire ça comme exactement. ça. Alors, et vous portez quel regard sur ce genre d'émission? Ça vous semble bien? Ça vous semble... Bah, bien dans le sens où justement on a une autre image de la restauration. Parce que j'ai entendu souvent des parents dire mais tu peux pas faire ce métier-là, il faut que tu fasses quelque chose de plus généreux, de plus ambitieux. Quand même tu peux pas arriver à ce niveau-là. Plus généreux que la cuisine? Plus généreux, Dieu mais dans sait que le c'est généreux sens de faire la cuisine pour les vraiment autres. dans le sens de spirituel. Pour eux, la cuisine, c'est avoir raté ses études, en fait. C'est pour ça que j'utilise les mots généreux. Et je me dis, bah, punaise, dans la cuisine, il faut quand même savoir discuter avec les personnes, savoir s'exprimer correctement. Oui, puis ça met tout en Donc, action tout un tas de valeurs exactement. Savoir tout ce qui se passe en France pour pouvoir leur communiquer, utiliser tel produit de tel endroit ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment connaître, avoir un minimum en fait de culture quand même. Et puis la cuisine, pour vous, a joué vraiment le rôle d'ascenseur social, hein, puisqu'on vous cite depuis quelques années comme un modèle, un exemple d'intégration réussie. Vous avez aussi quel regard par rapport aux journalistes qui disent ça et par rapport à votre propre parcours? Vous vivez comme un modèle d'intégration réussie? Alors, pour ce qui est journalisme, en fait, moi, j'ai pris toutes les revues, je les ai toutes fermées. Donc, désolée, je ne regarde pas beaucoup les émissions, sauf je me dis, j'espère que je n'ai pas fourché souvent sur des mots.
Mais sinon, j'essaie de façon vraiment à ne pas avoir la pression ou ne pas en fait me dire bon bah voilà, je passe à la télé, ne pas prendre Ne la pas grosse tête. prendre C'est la grosse vraiment tête. une chose Ça, c'est voilà une qui chose. me déplairait. Et en même temps, je me dis bah tant mieux si ça peut aider des jeunes en se disant bon bah voilà, on peut réussir, voilà, on peut y arriver, il faut se battre. On n'a pas besoin je sais pas moi, il faut qu'on reste en France, il faut qu'on se batte pour la France de toute façon. Oui, puis il n'y a Donc, pas besoin d'écraser les autres pour y arriver non plus. ah non, ça c'est Oui, on sent bien que ce n'est pas dans vos non, mœurs. Mais oui, vous êtes d'accord, vous êtes un modèle d'intégration réussi quand même. on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais. Allez, il nous reste une toute petite minute 30. J'aimerais vous la laisser, peut-être pour parler aux jeunes qui veulent, parce que souvent la cuisine, on oriente les jeunes vers la cuisine un peu comme un pis-aller, genre toi, t'es pas bon à l'école, tiens, va faire un CAP, boucher, charcutier, cuisine, pâtisserie, que sais-je. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes, vous qui veulent s'engager dans la cuisine, parce que c'est un métier dur quand même, hein. Alors oui, je leur dirais tout simplement que c'est un métier très difficile, mais c'est un métier très passionnant. Et puis, je pense qu'il faut avoir une belle ouverture d'esprit, donc qu'on soit d'origine italienne, je prends l'exemple, ou autre chose. N'ayez pas peur, il faut savoir mélanger, il faut savoir d'où on vient et être tout simplement généreux. La cuisine, c'est beaucoup de rencontres, de belles rencontres, parce on parle souvent des problèmes qu'il y a pu y avoir. Non, il faut, je pense, être positif, vraiment, pour pouvoir mieux avancer. Et se dire justement, bon, bah, on avance tous ensemble, mais avançons vraiment et défendons vraiment la cuisine française, que ce soit à l'étranger, ici, il faut la défendre aujourd'hui. Voilà, alors pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur Guidia, je vous rappelle, Le chef est une femme, préfacé par Dominique Loiseau. L'éditeur Jean-Claude Gazvitch à la fin de la mission. Je vais y arriver. On vous souhaite une bonne continuation. On vous souhaite d'avoir aussi peut-être un jour, désolé Monsieur Pétrosian, mais d'avoir un jour votre restaurant étoilé, bien entendu, et d'avoir un beau livre de recettes, une belle carte et de bien continuer votre carrière. Et puis par-dessus tout ça, moi je vous souhaite d'avoir une famille aussi à vous un jour, parce que c'est vraiment encore une belle carte ça aussi à mettre dans son jeu. Merci beaucoup Guidia. Merci à vous. Merci, bonne continuation. Au revoir. Merci.